Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Hervera et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Bonjour à tous, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui le directeur général de Grand Paris Aménagement, Stéphane Defaille. Bonjour. Bonjour. Et merci infiniment de consacrer un peu de temps pour partager votre vision de l'aménagement. Alors, on va commencer par retracer rapidement votre très riche parcours avant votre arrivée à GPA. Donc, vous êtes issu de l'école polytechnique, de l'école nationale supérieure des techniques avancées, et vous avez démarré votre carrière à la direction des chantiers navals, avant de rejoindre la délégation générale pour l'armement. Puis, vous avez été à la direction interministérielle aux mutations économiques. Et vous avez assisté à la naissance du Grand Paris, donc c'est un peu un retour aux sources, aux côtés de Christian Blanc à l'époque. Et vous avez ensuite été directeur général de l'établissement public d'aménagement de la Défense, Seine-Arche. Et enfin, en 2014, vous avez pris la direction générale de l'EPA Bordeaux-Euratlantique. Et donc enfin, en 2020, vous avez été directeur de Grand Paris Aménagement. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de rejoindre GPA? Est-ce que c'est ce retour aux sources dont on parle? Pas seulement. Pas seulement parce que Grand Paris Aménagement ne porte pas aussi bien que ça son nom. C'est un établissement qui intervient sur beaucoup de territoires, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Non, il y a deux choses. D'abord, vous l'avez dit, moi j'ai découvert le monde de l'aménagement tardivement, autour de Christian Blanc d'abord, et puis ensuite à la Défense. Avant de cette découverte, quand on me demandait ce que je faisais, je répondais souvent par une boutade que je ne savais pas très bien ce que je voudrais faire quand je serais grand. Et depuis, j'ai trouvé. J'ai trouvé parce que le monde de l'aménagement est un monde absolument passionnant. Passionnant tout simplement parce qu'il touche à la vie de chacune et chacun. On a un vrai impact, alors en bien et en mal. Donc il y a une responsabilité dans ces actes. Et c'est vrai que d'abord, c'est l'aménagement, moi, qui aujourd'hui est devenu une vraie passion. Et ce retour à Paris, à la tête de Grand Paris Aménagement, c'était vraiment la conjonction de deux choses. D'abord, c'était un départ de Bordeaux. Bordeaux, j'y ai passé 7 ans, à la tête d'une opération magnifique. Et j'ai senti profondément qu'il était bon pour cette opération que quelqu'un d'autre prenne la suite. Cette opération qui est sortie d'ailleurs. Qui est en cours. Qui est en cours. Oh, il y a encore un petit peu de travail. Ma successeur, Valérie Lassec, a encore du pain sur la planche pendant quelques années, voire une décennie et demie au minimum. En fait, il peut y avoir un danger quand on s'occupe d'une seule opération, fût-elle gigantesque, d'être dans une appropriation qui se ferme à l'enrichissement du regard des autres. Et vraiment, donc, ça a d'abord été un départ de Bordeaux avant d'être un choix de Grand Paris Aménagement. Et ensuite, Grand Paris Aménagement, parce que c'est vrai que c'est un établissement assez étonnant, 62 ans d'existence, conçu à une époque où l'aménagement n'avait rien à voir avec aujourd'hui, qui a su s'adapter en permanence. Et nous sommes, et nous en reparlerons, nous sommes dans une période de transformation radicale de ce qu'est l'acte d'aménager, la manière dont on fabrique nos villes, dont on les répare. Et je trouvais ça assez extraordinaire d'avoir les moyens, au travers de cet établissement, de contribuer activement à cette transformation des modèles. Alors, sur l'opération de Bordeaux, c'est vous qui l'avez lancée ou comment ça s'est... Alors non, j'ai eu un prédécesseur à Bordeaux qui est arrivé, Philippe Courtois, qui est arrivé en 2008, si mes souvenirs sont bons, en préfiguration en 2010, avec la création de l'établissement. D'accord. J'ai tendance à dire Philippe a fait le sale travail, c'est-à-dire le travail administratif, avant que les choses sortent de terre. Moi, je suis arrivé quasiment pour le premier coup de pioche du premier chantier de l'opération, mais avec assez peu de mérite pour ce premier coup de pioche. C'est aussi ça le temps long de l'aménagement aujourd'hui, et c'est un défi de ne pas rester dans ces échecs de temps. Aujourd'hui, lancer une grande opération d'aménagement, c'est 5-6 ans avant que quoi que ce soit se passe. Et ce n'est qu'après qu'on entre dans le temps opérationnel où ça se voit.
Et c'est un sujet parce que notre monde s'est accéléré, le rapport au temps des citoyens d'abord, mais du coup aussi des élus, a profondément changé. Et on a du mal à comprendre ce qui s'est dit dans une concertation il y a 5 ans devienne la référence de ce qu'on va voir sortir de terre. Et beaucoup sont les citoyens qui disent « mais je n'ai pas été consulté, je n'ai pas eu mon mot à dire ». Pas tout à fait vrai, mais pour autant, c'est un ressenti qui est sincère. Ouais. Vous disiez au tout début, vous avez ensuite choisi l'aménagement par passion parce qu'il y a aussi une dimension d'impact Oui. vraiment sur la vie des gens. Vous avez choisi l'aménagement plutôt que la politique ou est-ce que... C'est une bonne question. Alors, d'abord, je n'ai jamais pris de carte dans aucun parti et je pense que je n'en prendrai jamais. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas des opinions, mais ça à rigueur, elle me regarde. Je me suis posé cette question. C'est vrai, je me la suis posée notamment quand j'étais à Bordeaux. D'une certaine manière, je suis un acteur de l'acte politique. Pour autant, sans faire de la politique, aujourd'hui, nous travaillons pour des maires communistes, socialistes, des partis verts, centristes, de droite. Donc une grande diversité. Et tous et toutes, moi quand j'interviens auprès d'eux et quand nos collaborateurs interviennent auprès d'eux, on est dans une double logique. D'abord un profond respect pour leur légitimité. En France, et c'est heureux, et on voit que c'est pas si évident que ça, c'est le suffrage universel qui fonde cette légitimité du politique. Et en même temps, avec notre technicité, donc nous sommes là non pas pour orienter leur programme politique, ça c'est leur vision, mais pour le rendre possible. Alors, je ne vous cacherai pas que ça nous est arrivé, rarement, mais ça nous est arrivé, d'aller voir un maire en lui disant nous ne sommes pas le bon acteur pour vous accompagner parce que nous avons une divergence de fond sur le socle de valeurs. D'accord. C'est rare, mais ça peut arriver. Pour revenir à la question de l'impact et à cette question de la politique, aujourd'hui, j'ai le sentiment que j'ai plus d'impact par la direction générale de Grand Paris Aménagement et le fait de pouvoir outiller tous ces élus que si... voilà. Donc j'ai décidé de ne pas rentrer en politique. Rien n'est jamais fermé définitivement. Non, mais en tout cas, il n'y a pas d'actualité. Non, c'est très intéressant cette dimension avec la politique parce que, en fait, vous faites de la politique tous les jours. Vous ne faites pas de la politique partisane, mais vous faites de la politique tous les jours et c'est bien ça qui réunit. On reviendra peut-être sur la relation justement à la vision politique et comment vous portez ça. On en était donc, vous arrivez à GPA en 2020. Quelle a été votre feuille de route? Voilà. Vous avez trouvé GPA dans quel état, dans quelle situation, je veux dire, par rapport à ce 1962, quand ça a été créé, quel déjà était l'écart, et vous projetiez comment? Alors, d'abord, 1962, GPA n'est pas un aménageur. GPA est créé pour une mission, acheter du foncier, agricole pour l'essentiel, pour servir de terrain aux villes nouvelles. Donc quelque chose d'assez éloigné des politiques de lutte contre l'artificialisation des sols d'aujourd'hui, par exemple. Dans une situation quand même, parce que c'est important toujours de remettre en perspective, d'une explosion démographique dans les centres urbains. On est à la fois sur la fin de l'exode rural, on a des bidonvilles aux portes de Paris, ici les Moulineaux, Villejuif, Nanterre, La Défense. La Défense, c'est un bidonville dans ces années-là. Et quand on dit des bidonvilles, c'est massif. C'est massif et des gens qui n'ont pas l'eau courante, qui n'ont pas le minimum de décence de ce qui aujourd'hui... et heureusement, la France a réussi à résorber tout ça. On a du mal à se l'imaginer. Ah oui, c'est vraiment intéressant de se replonger dans les films de l'époque. Sur notre site, à l'occasion de nos 60 ans, nous avons élaboré 5 petits films qui mêlent vision d'aujourd'hui et ces films d'archives. Et c'est vraiment, vraiment passionnant parce que ça nous aide aussi à comprendre d'où on vient et tout le travail qui a été fait. C'est l'époque aussi des grands ensembles, de cette vision très industrielle de fabriquer la ville, avec une marque de fabrique de cette époque, qui est la Charte d'Athènes, Le Corbusier, 1936, qui est de dire séparer les fonctions urbaines. Séparer les fonctions urbaines, si je le dis de manière un petit peu plus cruelle, c'est accepter de séparer ce qui nous forme notre unité d'être humain, de femmes, d'hommes, de citoyens, dans lequel il ne faut pas que le travail se mélange à l'habiter, se mélange au loisir, à la consommation, etc., etc.
et qui ont fabriqué ces villes assez anonymes malgré tout. On se rappelle qu'à l'époque, dans la charte d'Athènes, une des règles en architecture, c'est l'application du style international. Il faut que les bâtiments qu'on va construire à Paris, à Rome, à Shanghai ou à New York se ressemblent tous. Donc une Voilà. standardisation un petit peu du... On est dans une modernité, finalement assez adolescente et qui se cherche encore et qui va aboutir à deux choses. C'est d'abord un pari réussi des villes nouvelles. Je rappelle que les villes nouvelles, c'était le pari certes de créer du logement, mais aussi de l'emploi. Et si on prend la ville d'Évry, par exemple, c'est autant de logements que d'emplois qui a été créé, alors que ça paraissait un pari totalement fou à l'époque. Mais pour autant, on a perdu l'âme de nos villes, on a perdu ce qui fabrique l'urbanité, ce qui fait qu'on est bien dans un espace. Et on voit qu'aujourd'hui, et le génie de l'ANRU, mais la cruelle nécessité aussi, ça a été ça, on vient réintervenir sur des choses qu'on a créées finalement il y a à peine 60 ans. À l'échelle d'une ville, c'est rien quand on voit... le temps long dont vous parliez exactement. De l'opération. Bah, donc on a vraiment ce contraste. Et c'est vrai que Grand Paris Aménagement a été d'abord l'artisan de cette politique foncière, ensuite l'artisan de l'émergence d'un métier d'aménageur, puisque c'est un métier nouveau. Rappelons-nous là aussi que l'urbanisme moderne, il est très récent. C'est Ildefonso-Cerda à Barcelone, c'est l'urbanisme de Paris, bien évidemment, avec le baron Haussmann. Ce sont des villes comme Tel Aviv aussi, dont l'urbanisme est extraordinaire à regarder, très fin. Tout ça, ce sont des mouvements à peine de la fin du 19e, début 20e siècle. Donc c'est encore une matière très très jeune, et les acteurs qui la manient sont rares. D'ailleurs, les aménageurs en France, le premier d'entre eux, c'est l'établissement d'aménagement de la Défense, précisément, 1958. Donc on est encore dans cette époque récente. Et Grand Paris Aménagement, finalement, a vécu ces transformations, a vécu les premières opérations de renouvellement urbain, et on a été acteur, vit aujourd'hui d'autres mutations, avec toujours ce besoin, finalement, de répondre aux vrais besoins de la fabrique de la ville, aux vrais besoins des territoires, et de créer les outils qui vont permettre aux territoires, finalement, d'aménager, mais le terme aménager peut recouvrir beaucoup d'ambiguïté. Moi, je le traduis souvent comme accompagner les élus dans la transformation physique de leur ville, des territoires. Aujourd'hui, c'est cette définition-là. Quelle définition vous donneriez justement au GPA, enfin au Grand Paris Aménagement dans les années 60? C'était quoi? Pour comprendre un peu l'évolution. Alors, la toute première définition, c'était acquérir du foncier et le rendre disponible pour que d'autres construisent. Donc l'acte d'aménager, c'était vraiment lié au foncier. Complètement. À la maîtrise foncière. On y revient un peu. Oh, tout à fait. Et pendant très très longtemps, ça a été ça. Et je dirais même, c'est transformer une zone plutôt agricole, plutôt naturelle, en foncier urbanisable, urbanisé, c'est-à-dire poser des réseaux. Donc un acte qui est très technique et qui vient, à partir d'une feuille blanche, créer quelque chose. Donc le modèle de l'aménagement classique, c'est le modèle de l'extension. Complètement. On est passé progressivement de ce modèle, et pour le coup, le renouvellement urbain des quartiers prioritaires de la ville, mais pas que, a été une étape fondamentale dans cette mutation des pratiques. On est passé et on passe aujourd'hui à plutôt un urbanisme de la transformation. Que ça soit la transformation de friches, donc c'est de la reconquête de fonciers qui ont été urbanisés d'une certaine manière, qui est devenue obsolète. Que ça soit des opérations de renouvellement urbain dans des quartiers de la ville ou pas. Que ça soit aussi de l'intervention sur les centres anciens, dégradés ou pas d'ailleurs. Comment est-ce qu'on continue de faire vivre des territoires dont le bâti n'est plus totalement adapté à nos modes de vie d'aujourd'hui, mais pour le coup qui n'est pas pour autant obsolète. Comment on fait aussi dans les zones pavillonnaires, non pas pour les raser pour faire des grands ensembles, ça je pense que heureusement on en sort, mais pour réhabiliter aussi ces quartiers qui ont des qualités, qui peuvent avoir quelques fragilités, mais qui ont aussi des qualités et surtout qui correspondent à l'habitat privilégié des Français à plus de 70%. Donc qui est déjà là et qui, pour autant, a aussi besoin de se renouveler, de se régénérer. Voilà, régénérer, j'aime beaucoup ce terme. Et on est vraiment dans ce mouvement-là où on n'a pas complètement abandonné l'extension urbaine. Il y a encore des endroits où elle est utile, elle est nécessaire.
Mais On- ça devient plus la norme, mais Non, au contraire, tout à la fait. norme, c'est la transformation Oui. et l'exception, l'extension. Voilà. Et la question se posera, moi je le dis souvent, si on se projette à 2050, donc pas nécessairement aujourd'hui, est-ce qu'en 2050 on construit encore? Et je ne parle pas de questions environnementales, je parle d'abord de démographie. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de construire des surfaces nouvelles? De transformer des surfaces, bien évidemment. De produire, oui. De produire. Mais de construire. Mais de construire, ouais. point d'interrogation, et en Tout à tout fait. cas la réponse ne m'a pas l'air du tout évidente. Alors, donc, merci beaucoup pour ces éclairages sur ces évolutions très précieuses qui vont du coup conditionner un peu la suite de notre discussion. Je reviens un tout petit peu sur votre prise de poste en 2020. Quelle est votre feuille de route? Comment vous projetez plutôt GPA dans les 10 ans qui arrivent? Alors d'abord, quand j'arrive à la tête de GPA fin 2020, je fais suite à un prédécesseur, Thierry Lajoie, qui lui a eu une feuille de route, qui a été vraiment une feuille de route d'une première transformation de ce qui s'appelait à l'époque la FTRP, l'Agence foncière et technique de la région parisienne. La FTRP, quand Thierry Lajoie prend la direction générale, de mémoire de 2013-2014 à peu près, c'est une maison avec beaucoup de compétences, très poussiéreuse en termes d'image, et qui s'est quasiment invisibilisée par rapport aux élus qu'elle accompagne. C'est une agence... Volontairement? Non, je pense que c'est une pente tranquille, un apport technique indéniable, et d'ailleurs les élus à l'époque qui travaillent avec la FTRP sont très contents de la manière dont ça se passe, mais qui manque de souffle et de vision. Et Thierry Lajoie va mener une transformation importante, et je l'évoque parce que moi je me suis beaucoup appuyé sur ce qu'il a fait, avec en particulier deux grandes orientations, qui me semblent, enfin trois grandes orientations qui sont très importantes. La première, c'est la polyvalence. La FTRP d'avant Thierry Lajoie était une maison où il y avait des gens qui étaient spécialistes des travaux. Il y avait des gens qui étaient spécialistes du montage réglementaire d'une opération d'aménagement. Des gens qui étaient spécialistes de la commercialisation. Bref, on saucissonnait l'acte d'aménager en plein de métiers et de compétences qui sont toutes nécessaires, mais au détriment finalement d'une vue d'ensemble, et d'une vue d'ensemble sur le cycle de vie de l'opération. Et donc ça, c'est une première mutation importante qu'il a initiée, c'est passer de cette spécialisation à une vraie polyvalence, parce que l'aménageur est d'abord un chef d'orchestre. Deuxième évolution importante, qui est presque le contre-pied de ce que je viens de dire, c'est capitaliser sur la taille de Grand Paris Aménagement pour faire un choix que la plupart des autres aménageurs ne peuvent pas faire faute de taille suffisante, c'est d'internaliser des compétences pointues, des expertises dans quasiment tous les domaines. Aujourd'hui, sur les questions de pollution des sols, on a deux expertes qui sont extrêmement précieuses quand on aborde l'opération d'aménagement. C'est vrai sur les questions de biodiversité, mais aussi de commerce de proximité, travail avec les investisseurs de long terme. On va avoir bien sûr sur les questions de travaux, etc., etc. On a une trentaine d'expertises qui sont dans les murs de GPA et qui non pas qui vont nous éviter de recourir à des prestataires, des conseils, parce qu'on ne va pas tout faire tout seul, mais déjà qui savent formuler la question, qui savent aussi donner un premier niveau de conseil aux équipes internes, mais aussi aux élus avec qui nous travaillons. Donc il y a deux mouvements. Oui. À la fois d'une polyvalence, c'est-à-dire évidemment chercher cette vue d'ensemble, et là, on arrive rapidement quand même au projet politique, Tout à finalement, et en même temps, une expertise de plus en plus experte, Oui. et donc une spécialisation aussi sur certains sujets. Voilà, donc il y a vraiment ces deux mouvements. Tout à fait. D'accord. C'est qu'on soit totalement capable d'apporter un conseil avisé à n'importe qui dans l'acte d'aménager, et qu'on soit en même temps capable d'avoir cette hauteur de vue sur l'opération d'aménagement. Le troisième mouvement, qui est aussi très intéressant, c'est la création de filiales. Alors, les filiales, bon, avoir des filiales en soi, ce n'est pas un but dans la vie. Mais les filiales, à l'échelle d'un établissement comme Grand Paris Aménagement, qui a une compétence régionale et même nationale, c'est très important parce que ça permet de rapprocher la gouvernance d'un aménageur du territoire sur lequel il va aménager. La toute première filiale, nous l'avons fait autour d'Évry, Évry-Courcouronnes, avec la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart. Filiale créée en 2017. Et ce qui est très très intéressant sur ce territoire, c'est que
la FTRP était présente sur Évry. Elle était présente d'abord comme l'établissement qui avait absorbé l'établissement public d'aménagement d'Évry à sa dissolution, et donc propriétaire foncier. Et les relations étaient vraiment tendues avec les élus du territoire. En 2017, la création de cette filiale commune, donc finalement où les élus du territoire étaient pleinement et sont aujourd'hui pleinement acteurs des politiques et des orientations de l'aménagement sur leur propre territoire, nous permet en fait de sortir complètement de ces tensions pour être tous ensemble au service d'une même vision. Et de fait, moi j'ai été très agréablement surpris quand j'ai pris mes fonctions en 2020 dans mes visites de courtoisie, notamment sur ce territoire, de voir l'enthousiasme qu'il y avait des élus par rapport au travail qui était fait par les équipes qui au passage étaient les mêmes qu'avant. On n'a pas changé les gens, on a changé la manière de gouverner et de décider ensemble. C'est la base. C'est très intéressant ce que vous dites parce que vous disiez tout à l'heure, il y a, quand vous avez trouvé GPA, il y avait une forme d'institution technique. Donc vraiment une technique. Et vous êtes allé à nouveau plutôt vers la vision politique. Et il me semble que dans un mouvement inverse, les élus à une certaine époque, portait véritablement l'aménagement et la vision politique. Et il y a eu un désengagement, j'aimerais avoir votre avis, sur cette vision, voilà, et où l'aménagement a été beaucoup considéré comme un acte technique par les élus aussi. Voilà. Donc là, ce que vous êtes... Déjà, moi, c'est simplement mon ressenti et mon avis. Avoir votre avis, c'est intéressant. Et puis, oui, voilà, avoir votre avis sur le sujet. Alors, je pense que c'est très hétérogène, parce qu'en réalité, il y a autant de visions que d'élus quasiment. Mais c'est vrai que jusque dans les années 2015 à peu près, on a des grandes visions d'aménagement qui sont là. Un peu en Île-de-France, beaucoup dans les métropoles régionales. On peut penser à Nantes, on peut penser à Lyon, on peut penser à Lille, Bordeaux que j'ai évoqué, Rennes qui est discrète mais qui depuis Edmond Hervé a une continuité de vision qui est juste impressionnante. Brest, Montpellier, etc., etc., etc. Ça a toujours été plus compliqué en Île-de-France parce que d'abord le fait intercommunal en Île-de-France met beaucoup plus de temps à émerger. Même s'il y a bien sûr des hétérogénéités, quand on regarde Plaine Commune, par exemple, qui a une culture de l'intégration intercommunale très forte, c'est aussi un territoire qui a eu, alors sous l'initiative de Patrick Braouzek initialement, de Mathieu Hanotin aujourd'hui, qui a eu une culture du projet urbain comme étant à la fois un projet certes technique, mais d'abord politique. Par contre, ce qui arrive à très grande vitesse, et qui d'ailleurs est pour moi un vrai sujet d'inquiétude aujourd'hui, c'est que les élus sont de plus en plus seuls. Recruter, garder des collaborateurs ayant les expertises nécessaires, alors même que l'acte d'aménager est devenu de plus en plus complexe et technique, c'est une vraie gageure pour beaucoup d'élus. Et c'est une vraie gageure pour des élus en Île-de-France comme en région. Là où c'est inquiétant, c'est que une vision politique qui n'est pas appuyée par la technicité nécessaire pour pouvoir faire... On ne peut pas se déployer. Non. Et d'ailleurs, elle amène même le contraire de ce qu'elle devrait produire. C'est-à-dire qu'elle entraîne une espèce d'illusion, de fantasme, des incompréhensions entre les citoyens et le politique. Et on voit, alors là je l'évoque sous le champ de l'aménagement, mais on voit dans plein d'autres domaines où on a des élus qui sont de plus en plus seuls pour pouvoir agir. Et je pense que c'est aussi cette solitude-là qui les amène à être un peu plus frileux. Oui, je comprends. Se rajoute, mais ça c'est très spécifique à 2020 et à l'année de la Covid. En 2020, notamment les nouveaux élus ont commencé leur mandat par de la gestion de crise. Là où un début de mandat est souvent le moment de la planification. Donc gestion de crise, gestion d'urgence, plus changement de vocabulaire. Les citoyens se sont invités dans un débat qui était quand même très peu investi jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une très bonne chose, mais les attentes qui sont exprimées nécessitent une pédagogie, une compréhension de vocabulaire qui sont des vocabulaires nouveaux et que les élus, comme les techniciens d'ailleurs, n'avaient pas l'habitude de connaître. Pour prendre une dimension extrêmement technique, mais pour illustrer, si on prend le commerce de centre-ville, qui est essentiel pour la qualité du vivre ensemble. Si on prend cet élément-là, pendant très longtemps, le commerce de centre-ville, c'était une problématique de
prévoir des mètres carrés de rez-de-chaussée au pied des immeubles. Aujourd'hui, vous faites ça quelque part, vous êtes à peu près sûr de vous planter. Si vous n'avez pas vraiment une vision stratégique, à la fois du régime de détention, de qu'est-ce qu'il faut prévoir dans ces dites coques, du modèle économique, comment est-ce que le promoteur doit l'intégrer comme une donnée d'entrée et non pas comme un produit de sortie où c'est un résidu de quelque chose. Toutes ces questions-là, en fait, elles sont devenues plus compliquées parce que le commerce, il est attaqué par le e-commerce, il est attaqué par la concurrence des moyennes et grandes surfaces, etc., etc. Or, ça, c'est un trésor qui contribue à l'urbanité d'un centre-ville et qui est devenu plus compliqué qu'il ne l'était qu'il y a simplement 10 ans, 15 ans. Oui, bien sûr. C'est plus compliqué, je dirais que c'est en fait tous les sujets aujourd'hui demandent une approche globale. Oui. En fait, c'est ça le sujet. Tout à fait. Et donc une gouvernance globale. Enfin, donc, on va y venir tout à l'heure, mais c'est ça finalement la difficulté actuelle. Comme l'heure passe, j'aurais tellement envie de continuer sur tous les sujets, mais il faut. Voilà, j'aimerais qu'on aille sur le modèle de l'aménagement. Ouais. Voilà. Ce modèle de l'aménagement, vous l'avez un petit peu esquissé. À une certaine époque, c'était l'extension, voilà, assez facile à mettre en place ou plus simple. Aujourd'hui, ce modèle de l'aménagement, il est face à des défis énormes devant nous, qui, notamment les crises écologiques et climatiques qui font qu'on est obligé d'adapter. Très bien. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous décrypter ce qui coince? C'est-à-dire, voilà, nous déconstruire un petit peu cette chaîne de l'aménagement. À quel moment c'est verrouillé désormais? À quel moment ça s'est crispé? Les rouages ne fonctionnent plus. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par ça? Alors, je pense qu'il y a d'abord un rapport quantitatif dans lequel on est resté depuis des décennies sur l'illusion de la croissance infinie. Alors, c'est vrai dans la consommation des ressources, mais c'est vrai aussi sur une autre dimension dont on parle extrêmement peu, qui est la question de la démographie. Et je vais vous donner 2 chiffres, moi, qui me terrifient quand on les regarde en face. Le premier, sur l'immobilier de bureau. Dans les années 90, on construisait du bureau à peu près au rythme de l'évolution de la population salariée dans le tertiaire. Le rythme à l'époque, c'est quasiment entre 20 et 22 mètres carrés pour chaque nouvel emploi dans le tertiaire. À partir des années 2005, on est passé à 44 mètres carrés pour chaque nouvel actif dans le tertiaire. Les chiffres ont été produits par l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et financière, mais rien que ce chiffre-là montre qu'à un moment donné, et pendant longtemps, on a eu une déconnexion totale entre le besoin et l'offre. En fait, on sortait d'une époque où tout ce qui se construisait trouvait preneur. C'est assez logique, puisque les 22 mètres carrés, ils correspondent plus ou moins à la réalité du besoin pour un salarié. C'est un tout petit peu beaucoup, mais ça reste absorbable. Les 44, ils sont délirants, en fait. Mais sauf qu'on a vécu sur ça pendant 15 ans. Et certains disent que la crise de la surcapacité en immobilier de bureau aujourd'hui est due au Covid, au télétravail, etc. Non, elle n'est pas due du tout à tout ça. Ça, c'est un révélateur, un accélérateur. Exactement. La crise, elle est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus ancienne. Et elle était prévisible. Elle était totalement prévisible. Tout le monde avait les données. Et encore aujourd'hui, l'absorption nette en Île-de-France, absorption nette, c'est-à-dire le nombre de surfaces qui se libèrent versus celles qui vont être nouvellement occupées. Cette année, elle est à 26 000 mètres carrés. On va livrer plutôt dans les 2 ans qui viennent, quasiment 900 000 mètres carrés nouveaux. Alors, 26 000 mètres carrés, si on est honnête, c'est un peu bas. On est plutôt en tendanciel à 160 000 mètres carrés. Mais dans tous les cas, on est aujourd'hui en train de produire des mètres carrés qui jamais ne trouveront d'occupants ou qui créeront de la vacance dans de l'immeuble déjà là. Deuxième exemple quantitatif sur le logement. Sur les 20 dernières années, en France, nous avons construit 2,5 nouveaux logements par nouveau ménage. Encore, si avec ça, on avait totalement résolu la question du mal logement, on pourrait se dire champagne, on a été excellent. Mais pas du tout. La question du mal logement s'est aggravée. Très largement. Proportionnellement, ce qui a cru le plus sur la période, c'est le logement vacant. Et pas que le logement vacant au fin fond de la Creuse. Le
logements vacants dans des centres-bourgs, sujet important parce que finalement, on a produit du lotissement pour lutter contre la baisse de population de villes dans lesquelles il y a de la vacance dans le centre-ville. Donc une vraie question de l'adaptation de ces biens aux manières d'habiter d'aujourd'hui, parce qu'il y a des défis derrière ça, mais aussi même dans des grandes villes. Et donc aujourd'hui, on a eu finalement des manières de produire la ville. Alors là, je prends deux composantes, il y en a bien d'autres bien sûr, qui sont quantitativement sans rapport avec les dynamiques démographiques réelles. Donc avec le besoin. Voilà. Et encore, on était dans des périodes de croissance. En ce moment, si on regarde dans le rétroviseur... C'est ce qu'on constate avec Lausanne également. Tout à fait. Cette décorrélation entre l'artificialisation et la démographie. Exactement. C'est une autre expression. Et en ce moment, on entame tranquillement une phase qui va nous amener à une décroissance. Rien que sur le nombre d'enfants scolarisés, en élémentaire et en primaire. Entre 2015 et aujourd'hui, c'est l'équivalent de 20 000 classes qui ferment en France. Alors je dis l'équivalent parce qu'en réalité, ce n'est pas des classes qui ferment, c'est 2 enfants de moins ici, etc. Donc c'est une érosion lente, mais qui va s'accélérer puisqu'en plus la dénatalité s'est accélérée sur les 3 dernières années et il n'y a objectivement aucune raison, compte tenu ne serait-ce que du climat anxiogène géopolitique actuel, pour qu'il y ait de nouveau un rebond, engouement. en tout cas pas à court terme, on n'en voit pas les déterminants. Or, la démographie, c'est une science dont les prévisions sont certaines. Les enfants qui ne sont pas nés ne naîtront pas demain. Il y en aura peut-être d'autres, j'espère. Voilà. Donc tout ça, en fait, on ne l'a pas pris en compte dans l'aménagement. Et comment vous l'expliquez ? Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est rare qu'on se nourrisse de science. Et deuxièmement, on a une approche qui est extrêmement géographique de l'aménagement, beaucoup plus qu'historique. Et cette question du rapport au temps, ce qui est paradoxal parce que l'aménagement, déjà, une opération d'aménagement, c'est rare qu'elle dure moins de 15 ans. Et ça va vite, déjà. Mais ce rapport au temps, on ne l'intègre pas dans la prise de décision. On reproduit trop souvent, en fait, des modèles qui ont fonctionné auparavant, ou quand ils n'ont pas fonctionné, on essaye de les corriger, et tant mieux, mais sans se poser fondamentalement les questions de comment fonctionnera la ville de demain. Je citais Corbusier tout à l'heure. Corbusier, il nous a amené aussi à une culture de l'hyper-spécialisation, qui est le contraire en fait de la ville résiliente. L'immeuble haussmannien, il a eu 26 vies différentes. Il se transforme sans arrêt de bureau en logement, autre chose. C'est un immeuble qui intrinsèquement a traversé les époques. C'était un paradigme du logement social au départ, avec les chambres de bonne, donc une mixité verticale avant même que les bailleurs sociaux existent. Voilà. L'ascenseur a révolutionné ce rapport aux choses, ce logement s'est adapté. Et je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, et c'est urgent, alors le mouvement est pris mais il est encore trop lent, d'accepter avec humilité qu'on ne sait pas comment on habitera demain nos villes. Je ne suis pas dans une logique décliniste. La question, c'est plutôt d'accepter que nous ne savons pas prévoir nos modes de vie. Prenons simplement un téléphone portable. Regardons aujourd'hui comment cet outil a révolutionné nos modes de vie. Pas simplement notre rapport à la relation à l'autre, au travail, vraiment notre mode de vie de façon extrêmement profonde, y compris en suscitant énormément de problématiques nouvelles et en solutionnant d'autres. Devant nous sont des révolutions de la même ampleur. Qui sait si demain, on a encore besoin de bureaux pour travailler ? Certains sociologues du travail questionnent ce point, sans certitude bien sûr. On a besoin de passer finalement d'une culture de la spécialisation, qui était aussi une culture de la performance, voire de l'hyper-performance, à une culture de la robustesse ou de l'antifragilité. Et finalement, l'aménagement est en crise pour la même raison. On a raisonné spécialité, on a raisonné performance, et dès que quelque chose dans le modèle n'est plus exactement comme on avait prévu, le modèle il tangue. Oui. Il faut qu'on réapprenne collectivement à avoir cette humilité face au temps long, qui est de réintégrer précisément le fait non pas de faire quelque chose qui est adapté à un besoin tel qu'il est défini aujourd'hui, mais qui va être adapté à une multitude de besoins, une multitude de vies, du bâtiment, mais aussi du quartier.
Et c'est à ce prix-là, je pense très profondément, qu'on arrivera d'abord à créer de la ville épanouissante, parce que c'est quand même ça la finalité, c'est pas simplement de répondre à un besoin quantitatif, et en même temps de retrouver les marges de manœuvre de modèles, y compris économiques, soutenables pour l'acte d'aménager. Donc c'est moins se focaliser sur l'actif que l'on crée Mhm. que sur l'usage à l'instant T que l'on veut satisfaire. Et donc, ça veut dire, oui, effectivement, À l'instant T et futur. et futur, dans la mesure où l'actif peut se transformer. Exactement. C'est assumer le caractère agnostique de l'immeuble par Ouais. rapport à sa destination, à son usage. Ouais. Assumer quelque part aussi, finalement, une forme de gratuité et de générosité. C'est une des choses qui est très frappante quand on change les usages de bâtiments existants. C'est compliqué, c'est coûteux, c'est tout ce qu'on veut. Souvent, on a des objets en fait, qui ont beaucoup plus d'âme, qui permettent de faire des choses que jamais on ne prévoirait dans un actif fait spécialement pour la destination qui est faite, parce que la hauteur sous plafond est plus grande que ce qu'on avait prévu de faire, parce qu'elle correspond à une autre destination, etc. etc. Mais on va libérer en fait un potentiel extraordinaire dans ces sites. C'est vrai à l'échelle immobilière, c'est vrai et ça doit l'être aussi à l'échelle urbaine. Parce qu'un quartier, ce n'est pas uniquement la somme d'immeubles, ce sont d'abord des vides. Qu'est-ce que ces vides produisent ? D'ailleurs, petite parenthèse, en urbanisme, on le sait bien, mais souvent on l'oublie, ce qui est beaucoup plus permanent que le plein, c'est le vide. Les cardos des Cumanus des villes romaines sont encore lisibles dans la quasi-totalité des grandes villes françaises. L'architecture des rues, je l'avais vu à Bordeaux, à l'intérieur des enceintes du XIIIe siècle, n'a quasiment pas changé. C'est ça qui est permanent, beaucoup plus que les bâtiments qui vont border ces espaces. Et donc c'est ça en fait qu'on produit quand on produit de la ville, on produit d'abord de l'urbanité, du vivre ensemble, dès lors qu'on conçoit ces espaces aussi à une échelle humaine et non pas spécialisés par rapport à un ou deux usages. C'est vraiment effectivement un changement profond, même de la culture professionnelle, qui depuis 25 ans quand même est très focalisée sur le bâtiment, sur l'aspect, etc. C'était un peu comment dire, l'ère des architectes, je ne sais pas. Là, vous dites aux architectes finalement de devenir invisibles en fait, un petit peu. Parce que vous voyez ce que je veux dire, c'est l'usage, c'est l'humain, c'est l'usage de l'humain à l'instant T qui est l'important, c'est donc le besoin, c'est ça qu'il faut travailler, quitte à rendre invisible la dimension architecturale vous avez compris ce que je veux dire. Tout à fait. Alors, je suis pas d'accord sur l'expression, même si je partage ce que vous évoquez derrière ça. Je pense que c'est précisément pousser les architectes à redevenir pleinement architectes. Dans certains cas, on a poussé, et la promotion immobilière notamment, a poussé les architectes à être des décorateurs. Alors qu'un architecte, son travail, c'est d'abord la construction des espaces, la libération du potentiel de ces espaces. C'est aussi un acteur qui sait comment les objets vont être construits, vont être bâtis, vont pouvoir traverser le temps, en tout cas qui devrait l'être, même si c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas assez enseigné en école et qui souvent est difficile à exercer ensuite parce que beaucoup d'acteurs ne les laissent pas investir ce champ. Et c'est finalement ressortir effectivement de cette question uniquement de la façade, qui trop souvent a été une dictature. Très souvent, les projets étaient choisis uniquement en fonction de la façade du bâti, alors qu'un projet, c'est pas ça. Et ça renvoie à des pratiques qui sont importantes. Depuis que je suis chez Grand Paris Aménagement, et j'avais fait la même chose à Bordeaux, je me bats pour qu'on choisisse les opérateurs immobiliers de façon dissociée des architectes, et qu'on ne choisisse pas un architecte par rapport à un projet, mais par rapport à sa manière de voir un site, pour entrer vraiment dans la co-construction des projets avec l'ensemble des parties prenantes, avec les maires, avec les habitants, avec les riverains, avec les voisins de façon générale, pour avoir le temps finalement de concevoir le projet d'abord à partir de son fonctionnement, des plans, avant de faire à partir de sa façade. Encore une fois, on revient à la notion de vision. Oui, chacun doit apporter finalement sa vision là où il est, avec la fonction qu'il occupe. Mais c'est cette
vision qui Mm. permet, Mm. oui, 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 non, mais Et je pense qu'il y a un vrai appétit de l'ensemble des acteurs à revenir à ces bien sûr, fondamentaux. bien sûr. Parce que ce sont aussi des fondamentaux qui donnent sens Évidemment, dans une au... période où tout le monde Ah, cherche du sens, ah. on en est là. Ouais, ouais. Alors, Mm. justement, finalement, on voit que les choses peuvent se dérouler si il y a un collectif de parties prenantes Mm. qui fonctionne. J'aimerais vous entendre là-dessus Mm. parce que, effectivement, vous évoquez, le fait de sortir un petit peu de l'impasse, Oui. des verrous. Enfin, Mm. voilà, on voit bien, là, vous l'avez un peu Mm. décrypté, il y a quand même une telle transformation de culture professionnelle qu'il y a des choses Mm. forcément qui se crispent. Pour sortir de l'impasse, vous dites, qu'il faut innover Mm. beaucoup et innover pas forcément dans des modes constructifs, Mm. même s'il faut le faire, mais beaucoup dans des procédés Mm. et donc dans cette gouvernance Tout à fait. finalement du projet. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Ouais. ça? Alors, effectivement, sur l'innovation technologique, elle est là. Il y a beaucoup d'acteurs qui innovent aujourd'hui, qui innovaient hier, et c'est super. Enfin, Oui. et pourtant, quand on regarde les chiffres, ils sont cruels. Prendre question de productivité. Depuis 1965, la productivité dans l'économie française a grandi d'à peu près 210%. 210%, c'est calculé en valeur ajoutée par heure travaillée. Dans le BTP, on est à moins 11%. C'est terrible. Ouais. Et pourtant, chacune des entreprises qui contribuent à ce résultat, elle est performante, elle est bien gérée, elle innove. Donc c'est bien qu'il y a une problématique qui se situe ailleurs. Moi, l'hypothèse que je fais, qui est une hypothèse, et il faut la prendre en tant que telle, c'est que finalement, une des caractéristiques du secteur de la fabrique de la ville et par extension du bâtiment, c'est l'atomisation des responsabilités entre tous les acteurs. On est dans des métiers où les acteurs finalement sont nombreux et on peut se poser la question si tous ont les mêmes objectifs. Et par nature, je dirais, c'est pas une question de sincérité, d'envie ou autre, c'est juste que les modèles économiques de chaque acteur sont faits pour être scindés. Ma conviction profonde, c'est que tant qu'on restera là-dessus, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que ça veut dire de la défiance entre chaque famille d'acteurs. Ça veut dire que on n'est pas capable collectivement d'intégrer une autre manière en fait de voir non pas simplement chacun dans son silo, pas juste de mieux couler le béton qui va résoudre les sujets, c'est aussi de se dire où mettons la matière. Est-ce que vraiment il faut plus de matière ou est-ce qu'il faut moins de matière? Est-ce que faire un mur de refend ou des poteaux et des poutres, qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça coûte plus ou pas? Mais qu'est-ce que ça produit pour tout le monde? Et de façon plus générale, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'ensemble des parties prenantes partagent la même finalité? Et cette finalité, quand on parle de la ville ou des bâtiments, c'est la même chose. Cette finalité ne peut être assujettie qu'au temps long et très long. Moi, je rêverais que l'architecte, le promoteur, ne soit pas simplement rémunéré sur les 2, 3, 4, 5 ans qu'il passe sur un projet, mais sur le cycle de vie de l'immeuble. Un peu comme Rolls-Royce avec ses moteurs d'avion. J'aime beaucoup cette comparaison. Rolls-Royce, il y a quelques années, est allé voir ses clients pour donc les flottes aériennes qui étaient équipées d'avions avec leurs moteurs, pour questionnaire de satisfaction. Et leurs clients leur ont renvoyé en disant « mais finalement, vos produits sont super, mais nous, on vous paye quand ils ne marchent pas ». Ils sont repartis avec cette question, ils sont revenus en leur proposant des contrats dans lesquels Rolls-Royce est payé tant que l'avion vole, et dès qu'il s'arrête, ce sont des coûts pour Rolls-Royce. C'est tout bête, Ouais. mais tout à coup, il y a un alignement des intérêts des deux parties prenantes, et qui ont vraiment amené Rolls-Royce à revoir la conception de ces moteurs pour leur donner beaucoup plus de robustesse, de capacité à traverser le temps long, d'avoir moins besoin de maintenance, parce que c'était plus les pièces de rechange qui devenaient leur fonds de commerce, c'est le nombre d'heures de vol sans maintenance qui devenait l'élément. Et là-dessus,
aussi bien l'architecte que le promoteur, pour ne prendre que ces deux figures, mais il y en a beaucoup d'autres, aujourd'hui, à l'échelle de la durée de vie d'un bâtiment, ils ne sont concernés que par très très peu. Bien sûr, oui. Et la garantie décennale n'est pas à la hauteur. D'où la recherche de profit max à court terme, Tout à fait. puisque de toute façon, vous êtes dégagé du projet très rapidement et que votre intérêt, c'est simplement d'être rémunéré. Voilà. Donc ça veut dire que pour avoir d'autres logiques de rémunération, il faut qu'il y ait un collectif qui partage une Oui. vision, Tout à fait. un sens, voilà, que le temps long soit vraiment réintégré au projet et avec ces conditions-là, on a des acteurs qui sont donc susceptibles d'accepter d'être rémunérés moins ponctuellement parce qu'il y a du sens et parce qu'il y a une garantie finalement, donc une sécurité de long terme. Et finalement, c'est presque réintégrer les logiques d'exploitation dans un bilan d'aménagement ou de... Voilà, c'est la même chose. Et je ne suis même pas sûr qu'il y a moins. Il y a forcément moins, si vous reprenez Rolls-Royce, forcément, il y a des coûts supplémentaires pour eux qui n'existaient pas auparavant dans le modèle, mais il y a la garantie que le modèle il soit pérennisé à beaucoup plus sur un long terme, ce qui fait finalement, on s'y retrouve. Je pense même qu'on supprime des externalités négatives. Ah bon ? Parce que si je reprends l'exemple de Rolls-Royce, la compagnie aérienne, quand son avion est immobilisé, elle perd de l'argent. Ouais. Le simple fait de viser de la robustesse va réduire ce temps d'immobilisation et la valeur qui correspond à ça, en fait, elle peut être partagée à la fois entre la compagnie aérienne et Rolls-Royce. En fait, ce qu'on va supprimer, ce sont beaucoup d'externalités négatives, de choses qui coûtent à certains, mais sans rapporter à la qualité du projet. Et c'est pour ça que je ne suis même pas sûr que ça soit une équation dans laquelle il y ait qui que ce soit qui perde de l'argent. Je pense qu'au contraire, on maximise la valeur. Si on prend la question du cycle de vie de l'immeuble, en fait, on va avoir besoin de moins de travaux, d'entretien lourd, ou en tout cas sur un rythme beaucoup plus espacé. Et c'est cette valeur-là qui peut être repartagée entre l'ensemble des acteurs. Oui. À l'échelle du temps long. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je parlais vraiment à l'échelle du temps court. Nécessairement, le promoteur, il va quand même être obligé de revenir un petit peu sur sa marge. Vous voyez ce que je veux dire, c'est évident. Mais c'est des nouvelles règles du jeu où finalement on repart du collectif. Et le collectif qui est fédéré par une vision et qui permet de faire l'effort nécessaire. Chacun arrive à faire son effort. Parce que sur la durée, etc., il y a des garanties de... Voilà. Tout à fait. Mais moi, je suis absolument convaincue, je suis tellement... Enfin, j'espère qu'on va vers ça. En tout cas, on en prend doucement le chemin. Oui. C'est déjà présent avec certaines classes d'acteurs, les investisseurs de long terme. Oui. On travaille là en ce moment, on a une opération de transformation, en l'occurrence de logement en logement, sur 680 logements avec AXA. Transformation lourde, coûteuse. Quand on parle avec AXA des choix à réaliser, donc choix des matériaux, des procédés constructifs, de tout ça, en fait, on est totalement aligné parce que ce sont des acteurs du temps long. Oui, c'est ça. Et l'intérêt général et le temps long miroitent. Il ne faut pas réduire l'un à l'autre, ça ne serait pas exact. Mais on a des intérêts qui sont beaucoup plus alignés là-dessus. Et moi, je crois beaucoup, d'ailleurs, on voit les acteurs de la promotion immobilière qui sont soit adossés à des investisseurs, soit adossés à des constructeurs, qui ont aussi une culture du temps long qui est là aussi présente, en fait, ont mieux traversé la crise que d'autres acteurs, parce que leur modèle n'était pas 100% dépendant de l'instantanéité. Et ils le traversent, nous on travaille avec des acteurs comme Eiffage. Eiffage a très bien traversé cette crise. Alors bien sûr, ils auraient pu mieux la traverser encore. Quand je vois des acteurs comme Covivio, qui est une foncière qui a en interne ses fonctions de développement et de redéveloppement de sites, on a cette culture-là. Donc on a vraiment des transformations profondes des métiers qui sont aussi nécessaires si on veut arriver à cette forme d'idéal qui ne sera jamais parfaite, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà. Et donc cette transformation des métiers, j'aimerais que vous nous parliez de cette idée très originale que vous avez eue à GPA, pour faire collaborer
deux maires ensemble. Mmh. Voilà, on transforme Ouais. les métiers, on transforme aussi les métiers politiques. Finalement, on transforme la manière d'un maire d'être dans son territoire Mmh. et on transforme certainement cette culture du maire qui est quand même jusqu'à présent un maire un petit peu souverain dans son Mmh. territoire avec une logique très verticale et où Mmh. l'interterritorialité n'existe pas trop, si ce n'est par les dispositifs de péréquation, Mmh. etc., bon, financière. Et là, vous avez vraiment, voilà, racontez-nous Mmh. comment. Alors rapidement, parce que Oui. j'ai encore Tout à fait. deux, trois questions à vous poser sur d'autres sujets. Voilà. Très bien. Alors, c'est vrai que cette histoire entre Saint-Dizier et Aubervilliers, Voilà. puisque ce sont les deux villes où on expérimente en ce moment ça, elle part d'abord d'une vision d'un maire. D'une vision, Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, qui présente un jour à l'Université de la ville de demain sa vision pour son territoire. Point 1, il y a une vision. Il y a une vision, elle est claire, et en même temps, qui est très lucide sur les obstacles à cette vision. En l'occurrence, l'absence d'un marché immobilier de la construction neuve. On n'a pas construit un logement neuf en accession à la propriété depuis plus de 30 ans à Saint-Dizier. Donc personne ne sait à quoi ressemble le marché. Donc un besoin. À partir de là, la réaction que nous avons eue, c'est de nous dire, il y a une vision, elle est empêchée dans sa mise en œuvre par un obstacle, puisque par ailleurs le foncier était maîtrisé et d'autres dimensions étaient maîtrisées. Est-ce que nous, on peut essayer de trouver une solution pour résoudre cet obstacle ? On revient à ce fondamental qui est de dire comment est-ce que nous, en tant qu'aménageurs, on vient outiller des maires pour rendre leur vision opérationnalisable. Nous sommes des spécialistes finalement de la mise en œuvre opérationnelle. C'est ça notre cœur de métier. Et donc là, tout de suite, on s'est posé la question de la solidarité. Alors de la solidarité, non pas de transférer de l'argent d'un territoire à l'autre, parce que c'est compliqué ça. Expliquer à des citoyens qui vont payer des impôts pour financer un autre territoire, je vais jusqu'au bout de la logique sous-jacente, c'est assez compliqué à admettre dans un moment où les finances publiques sont ce qu'elles sont. Par contre, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est pas ça, c'est jouer sur le risque. Un promoteur qui va à Saint-Dizier, il prend un risque qui est nettement plus grand que quand il va intervenir à Aubervilliers. Très bien, dans ce cas-là, on fait une grosse opération à Aubervilliers, une opération plus petite à Saint-Dizier, un seul opérateur qui va faire les deux, qui est choisi parce qu'il s'engage à faire les deux, et c'est tout simple. Ce qui est extrêmement intéressant avec ça, c'est que opérationnellement, juridiquement, c'est quasi rien. Il y a une clause à glisser dans chacune des promesses de vente sur les deux opérations. C'est juste de l'accompagnement qu'on fait au quotidien des villes. Et en fait, le cœur du dispositif, c'est une maire, la maire d'Aubervilliers, Karine Franclet, qui accepte de donner un coup de pouce au maire de Saint-Dizier. Moi, ce que j'ai adoré dans cette collaboration, c'est que lorsqu'on a commencé à en parler avec la maire d'Aubervilliers, elle a tout de suite voulu rencontrer le maire de Saint-Dizier. Ils ne se connaissaient pas. Ouais. Cette rencontre, elle a eu lieu au MIPIM l'année dernière, en 2024. Ils ont parlé 5 minutes de ce sujet que je viens d'évoquer. Le reste de l'heure qu'ils ont passé ensemble, c'est d'imaginer les autres coopérations qu'ils pouvaient avoir. Et je crois que dans notre époque, la solidarité, y compris entre territoires, elle a une vraie force. Elle libère des énergies. Et Saint-Dizier a proposé des dispositifs qui ont été expérimentés à Saint-Dizier. Je pense un que j'aime beaucoup qui s'appelle « La beauté sauvera le monde », qui consiste à prendre les panneaux d'affichage d'entrée de ville de la ville pour mettre des œuvres d'art plutôt que des publicités pendant 1 mois. Ce qui change vraiment un rapport à l'espace public, etc., et qui est simple à faire. On n'est pas dans des grandes révolutions. Il y a des coopérations qui sont nées maintenant dans le domaine culturel, dans le domaine de la musique et des salles de spectacle des deux territoires. Il y en a d'autres qui sont en train de se préparer dans le domaine sportif. Bref, des villes qui trouvent ensemble des solutions à leurs problèmes communs. Et ça, c'est pas de l'argent, c'est juste de la bonne volonté, de l'envie de faire ensemble. Mais parce que ce qui est vraiment intéressant, alors dans la suite ensuite, ce que ça génère entre les deux maires, cette envie de travailler ensemble, c'est super intéressant et en même temps c'est pas très étonnant en fait, parce que c'est des aventures humaines. Oui. Mais ce qui est vraiment, si je reviens à votre dispositif, intéressant, c'est que vous déverrouillez finalement un truc qui n'est pas possible. Tout à fait. Simplement en me disant, la solidarité existe et si quelqu'un joue le jeu.
sans que d'ailleurs la maire d'Aubervilliers a joué le jeu, et c'est tout à son honneur, mais ça n'a pas, enfin, c'était pas ultra contraignant non plus pour son territoire, me semble-t-il, à part Ça demande sur la juste... question du timing, du Ouais, en phasage. fait, ça demande juste qu'un maire accepte que le projet soit choisi par l'autre maire. Oui, c'est ça. Donc on est plus dans l'ordre du symbole, Ouais. voilà, de l'abandon d'une forme de pouvoir quand même. C'est ça, Voilà. mais c'est ça dont on parle. Mais exactement. Ouais. Mais ce n'est rien d'autre. Et en même temps, c'est beaucoup. Ouais, exactement. Parce que Voilà. je sais que vous avez finalement sondé plusieurs maires avant Tout à d'arriver fait. à Aubervilliers, et que la réaction première, c'est mais qu'est-ce que j'ai à y gagner? Exactement. C'est ce que vous disiez. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est ça qu'on pointe, en fait, c'est ce rapport au pouvoir qui est en train de se transformer. Et le rapport au pouvoir du maire tel qu'il était conçu jusqu'à présent, c'est un rapport vertical, c'est un rapport de décision sur son territoire sans devoir rendre compte, c'est-à-dire qu'on réapplique finalement une centralisation à l'échelle de la décentralisation. Oui, c'est vrai. On est là-dessus. Et que le pouvoir aujourd'hui, puisque la culture de l'aménagement, on l'a vu, se transforme et il faut faire autrement, la culture politique du pouvoir et de son rapport au pouvoir va devoir se transformer automatiquement. Et le pouvoir va consister certainement à notre capacité des maires à aller chercher ailleurs la solution, à nouer des partenariats, à ouvrir cette solidarité interterritoriale que vous avez incarnée dans ce dispositif. C'est pour ça que j'étais hyper emballée quand j'ai entendu ça, parce que voilà, vous ouvrez complètement le champ du possible, vous déverrouillez l'aménagement, et en même temps, on travaille sur cette question du rapport au pouvoir. Excusez-moi pour ce monologue, tout à fait, mais je vous laisse réagir. Non, mais c'est tout à fait ça. Et nous, ce qui nous intéresse d'ailleurs avec ce dispositif, en fait, aider Saint-Dizier, c'est super. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer que quelque chose est possible simplement pour faire des petits. Et quand je dis faire des petits, c'est pas que Grand Paris Aménagement accompagne toutes les villes de France, parce que d'ailleurs, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Mais moi, mon rêve, c'est que demain, Autun, avec telle ville de son bassin de vie, fasse la même chose, que Avignon et une autre ville, bref, que les territoires s'approprient d'un outil qui finalement est extrêmement simple à mettre en œuvre. Et on revient là sur quelque chose qui est très profond. Vous me posiez tout à l'heure la question de ma feuille de route, et je n'ai pas complètement répondu. Ma feuille de route, elle est bien sûr de bien faire nos opérations, de bien accompagner. Mais une fois qu'on a fait ça, en tout cas quand on est Grand Paris Aménagement, ça ne suffit pas. Notre ambition stratégique, elle est d'être des pionniers de la transformation des métiers de la fabrique de la ville. D'expérimenter des choses qui puissent être réappropriées par d'autres. On n'est pas les seuls, hein. Il y en a d'autres qui sont très pointus sur beaucoup de sujets, et tant mieux, on s'inspire nous aussi. Mais contribuer à notre échelle à transformer les modèles en les expérimentant, parce que en théorie, tout est magnifique. Je vous remercie pour la transition, puisque ça va être ma dernière question. Effectivement, comment, c'est ce que vous avez fait avec Challenge 50, vous allez nous en parler. Vous passez d'un rôle d'aménageur très classique, on en a parlé, à finalement un rôle de l'aménageur qui est un médiateur de la transition urbaine et qui est un incubateur, en fait. Racontez-nous ça. Alors effectivement, le mot incubateur, moi je le prends totalement, parce que ce que nous essayons de faire depuis 4 ans, en capitalisant sur le terreau de la transformation précédente de GPA par mon prédécesseur, c'est vraiment d'incuber des nouveaux modes de faire, dispositifs, dans notre cœur de métier d'aménageur. On devient par exemple un opérateur de l'adaptation au changement climatique, parce que malheureusement c'est une urgence aussi, pas simplement la décarbonation, mais c'est aussi finalement d'embarquer d'autres acteurs dans cette transformation. Et avec le Challenge 50, en fait, finalement, on a fait quelque chose qui, là aussi, est très simple. Enfin, et j'insiste vraiment sur cette simplicité, parce que parfois, on a l'impression que ce sont des choses compliquées. Non, ce qui est compliqué, c'est les réponses de ceux qui ont participé au Challenge. Nous, notre rôle, il a été simple. Notre rôle, il a été de dire, à un moment donné, assumons la feuille blanche. Assumons qu'aujourd'hui, si on veut déverrouiller une manière de produire abordable pour les Français, parce que produire c'est bien, mais il faut le faire par rapport aux moyens des uns et des autres. Peut-être que nous avons accumulé des règles qui deviennent inadaptées, y compris des règles que GPA impose aux projets sur nos territoires. Donc c'est pas que les autres qui mettent des règles. Donc
libérer l'énergie, mettre une ambition qui peut sembler démesurée. Parce que, très honnêtement, se dire que là, par un coup de baguette magique, les gens vont produire 50% moins cher, avec davantage de qualité qu'avant, si c'était si facile, pourquoi ils ne l'ont pas tous fait? Ouais. Bon. Et en fait, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que je suis intimement convaincu que si beaucoup ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils s'interdisaient de le faire. Ils raisonnaient dans leur couloir de nage. On revient sur cette question de l'atomisation des Bien sûr. métiers. Là, en donnant peu de temps sur un défi inatteignable, en tout cas en théorie, en libérant l'énergie et en rendant les choses crédibles, c'est-à-dire en disant à la clé, il y a un terrain sur lequel on va vraiment expérimenter, c'est pas juste spéculatif. En fait, on a libéré de l'énergie. Et moi, ce que je trouve vraiment très intéressant dans les 24 dossiers qu'on a reçus, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, très honnêtement, on s'attendait à... Allez, on était très contents avec 8-10 dossiers. C'est qu'on voit que beaucoup d'acteurs ont joué le jeu. Ont joué le jeu d'abord du décloisonnement. La quasi-totalité des équipes sont des équipes qui sont venues aller chercher des compétences de toute la chaîne de valeur. Des notaires. Il y a des notaires dans quasi toutes les équipes. Des architectes, bien sûr, des maîtres d'œuvre, bureaux d'études aussi, des promoteurs, des investisseurs, etc. Mais aussi des gens qui viennent du monde de l'industrie, des services, etc. Tout ce monde qui se décloisonne et qui met sur la table des idées, certaines qui restent à approfondir, et peut-être qu'on n'ira pas au bout de tout, en tout cas comme... Mais beaucoup, on se dit, mais comment ça se fait qu'on ne les ait pas mises en œuvre jusqu'à présent? Moi, je suis très optimiste sur la mise en œuvre de toute cette dynamique d'innovation, parce que les acteurs qui sont là ont vraiment envie de bouger, et que déjà, ils ont passé le premier cap, c'est arrêter de s'interdire. Ouais. Vous l'avez dit dans mon parcours professionnel, je ne suis pas issu du monde de l'aménagement. Il y a plusieurs opérations qui sont aujourd'hui livrées, que ce soit d'espace public, je pense à la Rose de Cherbourg, à la Défense, ou immobilière, un immeuble que j'aime beaucoup à Bordeaux, qui est un centre de propreté, c'est-à-dire une décharge et un garage à balayeuse, mais qui intègre aussi un parking, des logements, du commerce et du bureau. Souvent, on m'a dit, mais c'est pas possible. Et en fait, l'avantage d'être quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est qu'à partir du moment où le sens est là et que sur un bout de papier, on se dit que les ordres de grandeur ne sont pas absurdes, on n'est pas enfermé dans le « c'est pas possible ». Et on a besoin dans ce monde de l'immobilier, qui est un monde de spécialistes, qui est un monde technique, de réconcilier le sens et l'ambition et de se dire, arrêtons de nous dire que ce n'est pas possible. Posons-nous plutôt l'autre question, c'est si ça en vaut la peine, comment on fait pour que ça soit possible? Et on voit que ce n'est pas si difficile que ça. Il y a plusieurs des lauréats du Challenge 50 qui proposent des dispositifs où, très honnêtement, je pense que le moins 50%, on y arrive très vite. Et c'est juste extraordinaire parce que c'est la combinaison de 2 ou 3 dispositifs qui existent déjà. C'est même pas révolutionnaire. Cette force-là, elle est là. Et c'est vrai que là-dessus, nous avons un rôle à jouer. On voit bien que le jour où un promoteur commence à tout seul essayer de faire son trou là-dedans, il va être challengé d'abord par ses pairs. Nous, on donne de la liberté à chacun pour réinventer les métiers, réinventer le rapport entre les acteurs. Et c'est vrai que là-dedans, on devient un médiateur d'un genre nouveau. Et moi, je crois beaucoup à ce rôle, en fait, d'abord de la puissance publique. Là, on fait œuvre utile. D'ailleurs, ces projets, on s'en fout que ce soit des projets qui soient des opérations de GPA ou pas. Nous, ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est de proposer à l'ensemble des acteurs de l'aménagement, des collectivités et autres, de montrer que d'autres manières de faire sont possibles. On essuie les plâtres, super, c'est notre rôle, pour qu'après, ça fasse des petits, tout simplement, que ça soit reproductible. Et d'ailleurs, ça a été un de nos critères, beaucoup dans le choix des lauréats, c'était la reproductibilité des modèles. Parce que faire une chose bien... Oui, non, c'est l'enjeu. Ouais. Voilà, une couverture de magazine, c'est super. Ouais. Mais en fait, on s'en fout. Ouais, on n'est plus dans cette époque-là du paraître. C'était un peu la limite des démonstrateurs. Je trouve que l'État, au moment de la sobriété foncière, a fait vraiment un gros effort pour aller vers ces logiques de démonstrateurs, mais on voit rapidement l'essoufflement de cette logique-là, parce qu'il n'y a pas de réplicabilité. J'ai toujours du mal à dire le mot. Et là, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que c'est plutôt l'angle prototype, donc industrialisation du truc. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez nous donner un calendrier? Oui. Voilà.
Alors, nous espérons pouvoir déposer les premiers permis de construire des premières opérations lauréates dès cette année. Donc déjà aujourd'hui, les équipes ont repéré un ou plusieurs sites de démonstration pour chacun des 5 lauréats. On va leur proposer là, et on a des rencontres au mois de mai avec chacun des lauréats pour vraiment lancer la production des permis de construire. Et pour les 8 autres acteurs qu'on a gardés, parce qu'on était aussi des propositions extrêmement riches, mais sur lesquelles déjà nous, on n'était pas sûr de pouvoir leur mettre en face un foncier tout de suite. Et parfois, il y avait encore un peu de travail. En fait, on va mettre en place une démarche de lab, c'est-à-dire d'accélération, en fait, où on va mettre, nous, notre source numéro 1, c'est-à-dire du temps des collaborateurs de GPA, de la direction générale de GPA aussi, pour aider ces acteurs à mûrir leur projet, avec l'objectif, sans doute, dès 2026, d'expérimenter là aussi ces projets. Ce qu'on veut aussi, et ça c'est très important, c'est associer d'autres aménageurs à la démarche. Là aussi, notre sujet, il n'est pas simplement que nous fassions les choses, c'est d'essaimer. Et on tient beaucoup d'ailleurs dans cette logique à ce que ça ne soit pas que des aménageurs franciliens. Parce que les problématiques de l'Île-de-France ne sont pas toujours les mêmes quand on est à Angers, à Lyon ou dans la campagne. Et c'est important d'avoir des réponses qui soient adaptées à tous ces tissus-là, et que ces acteurs viennent aussi avec leur manière de regarder, leur manière de voir les problématiques différemment, et finalement peut-être de trouver des solutions aussi adaptées à ces territoires. Merci beaucoup, c'était vraiment ultra riche et dense, et je pense qu'il faudra que je vous réinvite quand même parce que j'avais encore plein de questions à vous poser que je n'ai pas pu aborder. Mais là, décemment, 1h30 d'épisode, il faut qu'on arrête. Vraiment, je vous remercie, c'était passionnant. Je vous remercie pour le temps consacré. Un grand merci à vous. Et j'espère vous revoir bientôt Oui, tout dans à un fait. prochain épisode. Au revoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet citizen.fr, cityzan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt.